Bonjour à toutes et à tous. Donc, on vous propose avec Olivier 2 exposés consécutifs sur des travaux qu'on mène en commun depuis maintenant 14 ans. On a démarré notre collaboration en 2011 ou 2012. 2012 sur la Pigrièche, l'année d'avant je pense sur les Chevêches. Donc je vais commencer par vous proposer cet exposé sur la distribution spatio-temporelle et la sélection d'habitat de la Pigrièche méridionale, pas grise, dans les garrigues provençales et en particulier dans les garrigues des Bouches-du-Rhône. Olivier est là pour échanger avec vous au moment des questions et puis on fera la même chose dans son exposé. Je resterai pour éventuellement répondre à des questions notamment sur les analyses. Donc c'est un travail qui n'est pas le fruit que de notre collaboration. On a aussi collaboré avec Annabelle Pia, qui est au Parc naturel régional des Alpilles, Béa Boumeza, qui est une étudiante de M2 que nous avons co-encadrée, et puis Agathe Leriche, qui est une collègue de l'IMBE, d'Aix-Marseille Université. Ok, donc les milieux ouverts sont par essence labiles, et je pense que c'est tout l'enjeu des espèces qui nous intéressent dans cette journée consacrée aux Pigrièches. Les Pigrièches sont des espèces qui occupent des milieux ouverts et qui sont donc dépendants, ces milieux ouverts sont dépendants de perturbations écologiques. Des perturbations qui peuvent être d'origine naturelle, qui ont été longtemps à une échelle géologique, qui ont été principalement naturelles et puis qui sont maintenant de plus en plus d'origine anthropique. Cette bascule a eu pour conséquence une autre bascule, c'est celle de l'avifaune spécifique des milieux ouverts, de milieux naturels vers des milieux avec une composante agricole plus ou moins forte. Et là encore, les Pigrièches, toutes les 5 espèces de Pigrièches, malheureusement plus que les 4 espèces de Pigrièches qui concernent notre pays, sont confrontées à un degré plus ou moins important à l'impact des pratiques agricoles. Et la situation actuelle, les Pigrièches et d'autres espèces de milieux ouverts sont quelque part dans une situation de piège écologique où finalement les derniers milieux ouverts favorables sont impactés par l'agriculture avec des actions, des pratiques agricoles qui peuvent être bénéfiques. On en a vu des exemples ce matin, et puis d'autres, et malheureusement de plus en plus, qui sont délétères. Et puis, je dirais même c'est double peine, puisque quand les pratiques agricoles sont trop intensives, le milieu n'est plus, bien qu'il soit ouvert, n'est plus favorable. Et à l'inverse, quand vous avez la déprise agricole, le milieu est temporairement intéressant, puis finalement se referme et n'est plus praticable pour les espèces qui nous intéressent. Voilà. Passé ce préambule, on va se focaliser donc sur l'Agnus meridionalis, en Provence tout d'abord. À cette première échelle, donc à l'échelle de PACA, vous voyez, j'espère, en les points rouges, la distribution, donc à partir de la base de données faune PACA, la distribution de l'espèce à l'échelle régionale avant 2013, principalement localisée dans les aires protégées, avec une distribution assez hétérogène, un gros noyau dans les Bouches-du-Rhône, et puis après on retrouve des noyaux plus petits, à cheval, Vaucluse, Alpes de Haute-Provence. Les zones vert clair, Olivier, c'est zones Natura 2000, PNR et Parc national, c'est ça ? Et réserves naturelles. Donc vous voyez que l'essentiel en fait des points d'occurrence de la Pigrièche méridionale à l'échelle régionale, avant 2013, sont dans ce réseau, au sein de ce réseau d'aires protégées. Alors attention, on va jouer au jeu des 7 différences. Ça c'est avant 2013, ça c'est après 2013. Vous aurez du mal à trouver cette différence. En fait, on a une distribution spatiale qui est relativement stable et toujours cette concentration. Les noyaux n'ont pas disparu. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas changé en termes d'effectifs, mais spatialement, la distribution sur ces 15 dernières années en PACA est relativement stable. Donc, on a initié avec Olivier en 2012 une réflexion avec Olivier et puis avec Laurent Tatin aussi à l'époque, qui travaillait au CNPACA, dans le contexte d'un plan national d'action naissant sur les Pigrièches. On a réfléchi tous les trois à proposer un protocole qui visait à estimer la distribution et idéalement les effectifs de la Pigrièche méridionale à l'échelle des garrigues des Bouches-du-Rhône. Ce protocole, je pense que vous le connaissez pour la plupart dans cette salle, c'est le protocole qui est estampillé PNA,
On l'a découvert un an après l'avoir pondu, qu'il était repris dans le PNA et qu'il était un peu mis au chausse-pied à toutes les sauces, dans tous les contextes, pour toutes les espèces. Alors que nous, à la base, on avait fait une étude pilote en 2012 pour répondre à une question dans un milieu bien particulier sur une espèce, sur le Méridionalis, dans les Bouches-du-Rhône, et dans un milieu particulier. On ne s'intéressait pas à l'accro, c'était uniquement les massifs de garrigues. Voilà. Bon, alors après, on est ravis que ça ait été repris par le PNA, mais faut garder en tête, je pense dans le GT qu'on va mettre en place dans le cadre du PNA sur cette réflexion de protocole, faut garder en tête qu'il y a peut-être des évolutions justement à apporter pour l'adapter à d'autres espèces dans d'autres contextes. Alors, qu'est-ce qui ressortait de ce protocole ? La clé, c'est que c'est un protocole à visite multiple, c'est-à-dire on part de l'hypothèse qu'on avait tous fait le constat que la pyrèche méridionale, pour un passereau, c'est une espèce qui est assez peu détectable et qui est très farouche et qui répond de manière très significative à la présence d'observateurs. Je pense que pour ceux qui connaissent l'espèce, des observations de pyrèche méridionale à moins de 100 mètres sur plus de 2 secondes, c'est assez rare. Donc on a proposé un protocole avec 2 passages pendant la saison de reproduction. On a sélectionné des mailles de 2 km sur 2 avec l'habitat qu'on considérait comme favorable pour l'espèce, donc un habitat de garrigue basse. Grosso modo, c'est du massif de garrigue orpinède. Et puis à l'intérieur de cette maille de 2 km par 2 km, on a découper des carrés de 500 mètres par 500 mètres. Pourquoi 500 mètres par 500 mètres ? Et ça, c'est hyper important. C'est grosso modo la taille d'un domaine vital d'une pyrèche méridionale, d'après la littérature, et les quelques suivis qu'il y a eu en période de reproduction. Olivier a pu le vérifier. Tu as équipé 3 oiseaux ? Oui, il y a des données sur... non, 6 ? Ouais, ok. 6 oiseaux dans la zone qui vous a fait visiter hier, et on a pu effectivement vérifier, donc équipés avec des balises VHF, on a pu effectivement vérifier que la taille du domaine vital de mâle ou femelle variait entre, de mémoire, 19 et 23 hectares pendant la saison de reproduction. Voilà. Donc ce qui est important là, c'est que l'unité d'échantillonnage de notre protocole, il colle à la taille du domaine vital de l'espèce. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances d'avoir 2-3 coupes dans un carré. Et à l'inverse, on n'a pas un carré qui représente une toute petite partie d'un énorme domaine vital, et donc avec une probabilité de détection de l'espèce qui serait très faible. Donc cette adéquation entre unité spatiale, échelle spatiale et domaine vital de l'espèce, à mon avis, c'est un point crucial dans l'élaboration de nos protocoles. Voilà, et puis donc autre petite subtilité, c'est qu'on proposait des carrés en quinconce pour minimiser les risques de double comptage et les effets de bordure. Et ça, on l'a vérifié en 2013 avec Annabelle, et effectivement, on avait des doubles comptages potentiels sur moins de 3% des carrés occupés. Donc l'idée de ce protocole, c'est de générer de la probabilité d'occurrence. Quelle est la probabilité de trouver une pygrièche dans ce carré de 25 hectares ? Et on a modélisé cette probabilité d'occurrence avec ce qu'on appelle des modèles hiérarchiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis Sébastien vous l'a présenté de manière très didactique ce matin. Et on est allé un cran plus loin, c'est qu'on s'intéressait à des variables environnementales qui pouvaient justement expliquer cette variation dans l'espace de la probabilité d'occurrence. Donc pour ce faire, on a utilisé des modèles de type Site Occupancy qui modélisent la probabilité d'occurrence en tenant compte de la détectabilité imparfaite. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un carré et que vous n'observez pas de pyrèche méridionale, vous n'êtes pas sûr à 100% que l'espèce est absente. Et puis qui permet aussi donc d'évaluer différents facteurs environnementaux qui pourraient influencer cette probabilité d'occurrence. Parmi ces facteurs environnementaux, évidemment, on a une espèce qui occupe un milieu ouvert, donc on s'est intéressé à des variables d'ouverture du milieu, et dans le milieu garrigue méditerranéenne, évidemment, une perturbation écologique majeure, c'est l'incendie. Donc on a récupéré la base de données incendie des Bouches-du-Rhône pour déterminer le temps depuis le dernier feu au sein de chaque carré. On a eu des variables topographiques, altitude et pente, variables ressources alimentaires, ça on s'est pas mal creusé la tête, c'est compliqué. La pyrèche méridionale est une espèce, est un prédateur extrêmement plastique, flexible et opportuniste, et dont le régime alimentaire est quand même principalement basé sur les arthropodes. Donc estimer des abondances de proies pour cette espèce-là, c'est juste un cauchemar.
Et on a trouvé ce qu'on pense être le moins mauvais proxy, c'est-à-dire qu'à qualité d'habitat égale, on se dit que des carrés qui sont mieux exposés, qui reçoivent une radiation solaire plus importante, devraient avoir une biomasse d'arthropodes plus importante. Ça se discute. Et puis dernier élément, on vous a dit que c'était une espèce farouche, donc on a essayé de prendre en compte de construire des variables relatives aux nuisances tropiques. Donc on a calculé une distance aux activités anthropiques, et puis on a aussi évalué le linéaire de piste DFCI à l'intérieur des carrés. J'en ai fini pour les méthodes et on passe au résultat. Donc on a fait suivi tous les 2 ans depuis 2013, suite à l'étude pilote pour caler l'échantillonnage en 2012. Donc on a 6 points entre 2013 et 2023. Et puis si vous vous concentrez d'abord sur les carrés noirs, plutôt dans le bas du graphique, c'est la proportion de carrés avec au moins une détection, c'est-à-dire hors analyse. Voilà, on a suivi, vous voyez qu'on a suivi entre 180 et 270 carrés chaque année. Il y a grosso modo 26% chaque année des carrés qui sont occupés. Quelle est la probabilité de détection moyenne par passage? Elle est de l'ordre de un tout petit peu plus de 50%. Ça veut dire que quand vous passez dans un carré, vous avez une chance sur 2 de rater l'espèce alors qu'elle est présente. Vous voyez que ça varie aussi un petit peu dans le temps. Et puis, sur la base de ces 2 informations, la proportion de carrés occupés et la probabilité de détection, on peut déterminer une probabilité d'occurrence corrigée pour cette détectabilité imparfaite. Cette probabilité d'occurrence, elle monte à 0,35. Ce sont les disques gris, vous voyez, avec une variation interannuelle aussi. Donc, ça veut dire que à l'échelle de notre site d'étude, on a grosso modo des pygrièches sur 35% des sites que l'on juge avec un habitat favorable pour l'espèce. Un élément important, c'est qu'on a aussi testé statistiquement l'existence d'une tendance temporelle entre 2013 et 2023, et le résultat est clair, c'est qu'il n'y a pas de tendance. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'effectivement, dans les garrigues des Bouches-du-Rhône, à l'échelle de cette décennie, la pygrièche méridionale est stable. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Quid des variables environnementales qu'on a testées, donc ce qui influencerait potentiellement la probabilité d'occurrence. Un effet très fort, on a trouvé un effet très fort de la distance aux infrastructures humaines. Donc là, sur ce graphique, vous voyez en vert l'augmentation de la probabilité d'occurrence en fonction de la distance aux infrastructures humaines. Vous voyez que plus on s'éloigne des infrastructures humaines, donc type route, type bâti, et tout ce qui est infrastructure posée dans la garrigue, la probabilité d'occurrence de la pygrièche augmente. Et si vous vous concentrez sur les lignes verticales, en fait, elles représentent la distribution de ces distances aux infrastructures humaines au sein du jeu de données. Donc, grosso modo, on a 80% de nos carrés qui ont des distances aux infrastructures humaines qui sont entre 25 et 300 mètres. Et vous voyez que la probabilité d'occurrence moyenne, elle augmente de manière dramatique. Dans des carrés où il y a une distance, un bâti par exemple à 25 mètres, la probabilité d'occurrence n'est que de 25%, elle augmente jusqu'à 50% dans des carrés où les infrastructures humaines sont à 300 mètres. Donc la probabilité d'occurrence double. On a un léger effet de l'altitude avec une prépondérance de la pygrièche vers les altitudes basses, mais l'effet est moins important que l'effet des infrastructures humaines. Et puis un autre gros morceau, évidemment, c'est l'occurrence des incendies. L'occurrence des incendies qui se signale en fait de manière un petit peu complexe. Je vais essayer de vous le simplifier. Voilà. Donc ici, vous avez sur la fenêtre blanche, vous avez encore une fois 80% de la distribution des carrés. Et sur l'axe des abscisses, vous avez l'irradiation potentielle, donc c'est grosso modo l'exposition. Donc plus c'est sud, et mieux c'est orienté vers le sud et avec une pente légère, et plus l'irradiation sera importante. Je vous rappelle que notre hypothèse, c'est que plus l'irradiation est importante et plus la biomasse d'arthropodes est importante. Et puis les 3 courbes en fait représentent différents temps d'incendie. Ah, mais pourquoi ça me fait ça? Voilà.
différents temps d'incendie. En rouge et en orange, vous avez des carrés qui ont subi un incendie relativement récemment. En rouge, il y a 11 ans avant le suivi, et en orange, 24 ans. Et puis en vert, vous avez des carrés qui ont subi un incendie il y a 55 ans ou plus. D'accord ? Donc un incendie très ancien. Ce qu'on observe en fait, c'est que l'exposition a une influence positive sur la probabilité d'occurrence des pygrièches, mais uniquement dans des zones récemment incendiées. D'accord ? Et dans ces zones récemment incendiées, vous voyez que l'effet de cette irradiation et de cette exposition est très fort. Hein. On passe d'une probabilité d'occurrence qui est inférieure à 20% dans des carrés qui sont faiblement exposés, à des occurrences qui frisent les 70% dans des zones récemment incendiées et bien exposées. Donc les pygrièches adorent se dorer la pilule au soleil, dans des zones qui ont été récemment incendiées, et donc ces incendies auront généré une hétérogénéité, une micro-hétérogénéité des habitats, avec notamment des accès au sol nu, qui sont, selon nous, avec Olivier, extrêmement importants. Ces résultats, on peut les projeter spatialement. Donc, c'est ce qu'on a fait sur l'ensemble de notre zone d'étude. Je vous ai dit, on échantillonnait chaque année entre de l'ordre de 12 à 14% de l'ensemble de la zone favorable. Donc grosso modo 200 carrés sur les 1500 potentiels. Et donc ici, vous avez la probabilité d'occurrence modélisée spatialement sur l'ensemble des garrigues des Bouches-du-Rhône. Et donc vous avez visité hier le hotspot de la pygrièche méridionale en Bouches-du-Rhône, qui est la zone vert clair au centre de la carte. Donc projection spatiale, on peut aussi faire, ça Olivier m'a mis beaucoup de pression là-dessus parce qu'on modélise de l'occurrence, mais il était très intéressé par avoir des effectifs de population. Donc encore une fois, je pense qu'on peut se permettre le fait qu'on ait adéquation entre notre échantillon spatial et puis notre échelle spatiale de l'unité statistique et la taille du domaine vital des pygrièches. Je pense qu'on peut se permettre de dire que un carré occupé est en moyenne occupé par au moins un oiseau. On peut considérer que c'est un territoire occupé par un oiseau ou un couple. Et donc, si nos estimations sont bonnes, on aurait entre 330 et 640 territoires occupés par la pygrièche méridionale dans les Bouches-du-Rhône, hors Crau. Ce qui nous fait une densité c'est original, ce qui nous fait une densité d'environ 1,25 territoires par kilomètre carré. Si on compare ces résultats avec d'autres résultats disponibles dans la littérature, et en principalement la littérature grise, et sous le prisme des habitats agricoles versus habitats semi-naturels occupés par l'espèce, encore une fois, on pense que c'est vraiment une clé d'entrée extrêmement importante dans la compréhension de la biologie de cette espèce et dans l'appréhension d'éventuelles actions de conservation. Il faut absolument distinguer les populations qui occupent les habitats agricoles des habitats semi-naturels. Il est très probable qu'il y ait des processus différents. L'estimation en Crau allait de 59 à 79 coupes sur 120 km², ce qui donne des densités de l'ordre de 0,6 territoires par kilomètre carré, comparé à nos 1,26, quasiment le double dans les zones naturelles. En Crau, l'espèce est essentiellement, est très dépendante des ronciers. Et Jocelyn nous parlera des ronciers après la pause, l'importance des ronciers aussi dans d'autres régions après la pause. L'espèce, donc dans les Bouches-du-Rhône, elle n'est présente qu'en milieu semi-naturel plus la Crau, elle n'est pas présente dans les zones viticoles. Par contre, elle est présente dans ces milieux dans d'autres zones de la région, notamment dans les monts de Vaucluse et le piémont de Lure, avec ça c'est le pourcentage de carrés avec détection, avec des occurrences beaucoup plus faibles. On va rappeler, on était à 26% de carrés occupés dans les Bouches-du-Rhône. Dans ces milieux agricoles des monts de Vaucluse, on descend à 8% seulement. Et puis en Occitanie aussi, alors Fabien est là, il pourrait actualiser les chiffres. J'ai récupéré les chiffres du rapport publié sur la période 2016-2020. Et il y avait une proportion de carrés occupés entre 14 et 18%, mais dans un échantillon qui mélangeait habitat agricole et habitat semi-naturel. Encore une fois, je pense que c'est important de distinguer les deux. Donc voilà, en conclusion, les zones semi-naturelles dans les Bouches-du-Rhône semblent être des milieux particulièrement propices pour la pygrièche méridionale. On y observe des densités qui semblent relativement élevées pour l'espèce. Et un fait important, sur 10 ans, on a une tendance qui est stable.
Et puis en termes de gestion, nos résultats pointent vraiment sur le mitage, la réduction au maximum des implantations d'activités anthropiques dans les zones de garrigue, et puis une réflexion autour de la gestion du risque incendie qui, contrairement à ce qu'on entend souvent, n'est pas forcément, et même dans la plupart des cas, n'est pas une catastrophe écologique. Ça peut être une catastrophe par ailleurs, hein, mais je pense que dans la plupart des cas, on ne peut pas taxer un incendie en massif de garrigue de catastrophe écologique. Voilà, cette analyse, je laisse passer à vos questions. Cette analyse, elle a été acceptée dans la revue Bird Conservation International, la revue de BirdLife récemment, et elle a été acceptée il y a plus de 2 mois. J'ai toujours pas les épreuves, mais là vous avez le résumé qui va être publié sur le site de la revue. On vous fera passer le PDF de cet article dès qu'il sera à notre disposition. Et avant vos questions, un grand merci aux 130 observatrices et observateurs qui ont participé depuis 2013 à l'un ou pour certains tous les 6 suivis qui ont permis de présenter les résultats aujourd'hui. Je pense qu'on prend les questions exposées par exposé. S'il y a des questions maintenant. Merci beaucoup pour l'exposé. Donc vous parliez à la fin de l'impact du feu, enfin des incendies. Donc un incendie qui serait pas une catastrophe écologique. Je pense que peut-être après la taille de l'incendie et sa récurrence, sa fréquence qui sont en augmentation pourraient être prises en compte. Et justement, est-ce que vous avez, quand vous êtes intéressé à la variable incendie, vous avez aussi essayé de regarder depuis quand le dernier incendie daté sur la parcelle, mais aussi la taille de l'incendie, peut-être son intensité, voilà, quelle place ça a pris, et est-ce que ça a un impact après sur la présence des pigrièches méridionales? Alors la taille de l'incendie, je ne pense pas. Hein, elle a besoin de 25 hectares pour son domaine vital. À partir du moment où ça fait plus de 25 hectares, elle a la place pour s'installer. Donc je pense que la taille n'a pas d'influence là-dessus. Par contre, la récurrence des incendies, oui, ça peut être problématique. Hein, évidemment, si vous avez des incendies qui opèrent tous les 5 ans sur une même zone, ça peut effectivement conduire à un effondrement écologique. On a testé effectivement la récurrence des incendies, mais je pense qu'on a un jeu de données qui n'est pas suffisamment important. On n'a pas de puissance statistique suffisante pour vraiment répondre à cette question. Il n'y avait pas d'effet. On a testé le nombre de feux, le nombre de feux sur la zone, et il n'y avait pas d'effet significatif. Le seul effet qui sortait, c'était vraiment le temps depuis le dernier feu qui semblait être la variable la plus importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, encore une fois. Je pense qu'on n'a pas le jeu de données pour répondre à cette question. Et effectivement, encore une fois, la taille, là, je pense que ça n'a pas d'importance. Mais par contre, la récurrence et l'intensité, il y a feu et feu. Voilà. Évidemment que ça joue. Mais on n'a pas les données pour répondre à l'heure actuelle sur cette influence fine. C'est une discipline en soi. Hein. C'est l'écologie des incendies, hein, c'est un domaine à part entière. C'est pas mon domaine, on n'a pas suffisamment de données précises pour répondre à ces questions-là. Ok, merci. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut continuer sur le débat, justement, à jouer une main qui se lève par rapport aux incendies, etc., c'est, j'imagine, ouvert. Je reprends la parole juste pour répondre sur le feu. J'ai un peu travaillé sur les conséquences écologiques des incendies. Et Alexandre a raison, ça fait bizarre, mais sur le plan écologique, c'est-à-dire sur le côté approche écosystémique, les incendies ne peuvent pas être considérés comme une catastrophe écologique. C'est juste, désolé pour le juste, une perturbation. Une perturbation, et même, on a montré, même avec des fréquences serrées, ça génère l'apparition de nouvelles espèces qui sont liées à des fréquences incendies importantes. Alors mon domaine, c'est plus la botanique, désolé, mais au niveau des plantes par exemple, la grosse majorité des plantes qui sont protégées au niveau régional sont des espèces de milieux ouverts, voire très ouverts. Et presque au plus il passe l'incendie, au plus le botaniste, on va dire un petit peu fêlé, va être content parce qu'il y aura plus d'espèces directement liées au milieu et surtout en lien direct avec les conditions climatiques.
Voilà. Donc les incendies, il y en a un que vous connaissez bien, on a un naturaliste chez nous qui est Daniel Pavon, qui est assez connu du milieu naturaliste. Daniel, lui, par exemple, est fan des incendies. Ça paraît bizarre, parce qu'il sait qu'il va trouver les espèces qu'il cherche au niveau. Alors en revanche, et c'est là que ça devient complexe, désolé, c'est un problème environnemental majeur, les incendies. Ce n'est pas une catastrophe écologique, mais c'est un problème environnemental. Merci de me donner la parole. Je suis animateur Nature 2000 d'une ZPS dans les Alpes-Maritimes et on est en limite orientale de l'aire de répartition de la Pie-Grièche. Donc du coup, elle est présente sur le site Natura 2000. Aujourd'hui, le site a plus de 20 ans. Il n'y a jamais vraiment eu d'études poussées sur la Pie-Grièche. Donc moi, vos travaux m'intéressent beaucoup. Je ne sais pas si l'effectif de la population là-bas justifierait des études de cette ampleur. En tout cas, je pense qu'il y aurait peut-être des travaux à mener dans la ZPS Préalpes qui accueille quand même quelques individus. Et donc la question, c'est comment on arrive de zéro étude, rien qui est mis en place, à un réseau de bénévoles de 130 personnes, un maillage territorial poussé, un accompagnement par l'IMBE. Voilà. Comment on en arrive à ce que vous avez fait? Alors je vais répondre. Oui. Alors on n'a pas rien fait. Effectivement, quand on a défini ce protocole, on l'avait vraiment axé sur les garrigues. Ça nous semblait important. Je rappellerai au moins après un chiffre qui introduira l'étude suivante. En 2014, on a déployé le protocole PNA sur l'ensemble des zones agricoles. En fait, donc en Provence, pour rappeler, hein, la Pie-Grièche méridionale est présente dans les garrigues de Basse-Provence. On a une population dans les coussous de Crau qui a été réinventoriée en 2023. Ensuite, on trouve l'espèce sur des plateaux d'altitude à partir de entre 600 et 1000 mètres d'altitude. Donc plutôt dans des systèmes agricoles caractérisés par de l'agriculture sèche, non irriguée, et avec présence encore de pâturage. Donc, pour faire simple, vous prenez une ligne entre le Mont Ventoux, le plateau de Saint-Christol, vous passez par le plateau de Valençol, tous ces plateaux, jusqu'au plateau de Calerne-Cossol dans les Alpes-Maritimes. Donc en 2014, on avait proposé ce protocole au réseau de bénévoles. Le problème, c'est qu'il y a très peu de bénévoles qui répondent sur ces secteurs-là. En fait, on arrive assez difficilement à mobiliser du monde sur ces secteurs-là. Donc c'est pour ça que ça a été... Et en plus, rajouté à ça, on a un taux de détection, enfin on a un indice d'abondance qui est 3 fois inférieur à celui des garrigues. Donc ça mobilise encore moins des bénévoles pour aller faire des dizaines, voire des centaines de points d'écoute sans aucun résultat. Donc on avait réussi à mobiliser le partenaire du Parc du Verdon qui s'était beaucoup investi. Et pour dire les choses simplement, il a jeté l'éponge et il dit je ne pense pas réitérer l'expérience, tellement on contacte peu l'espèce et il s'est plutôt penché sur des actions en faveur de la Pie-Grièche écorcheur. Donc donc sur ces deux plateaux, je crois qu'on avait fait quelques mailles et on avait détecté quelques individus, très peu. Mais à ce jour, effectivement, on n'a pas d'estimation de taille de population sur ces secteurs-là. Donc à dire d'experts sur cet ensemble de zones agricoles, on estime entre 50 et 100 couples, mais ça reste vraiment à dire d'experts. Oui, Fabien Gillot du groupe ornithologique du Roussillon. Donc merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Merci d'avoir remis l'église au milieu du village par rapport à la catastrophe écologique des incendies. Alors une question, nous en Occitanie, en tout cas dans le sud de la région Occitanie, il semble qu'on ait des territoires de Pie-Grièche méridionale beaucoup plus étendus que les 25 hectares dont vous parlez. Même si on n'en a plus beaucoup dans le sud, en tout cas dans les brousses à Chêne-Kermesse. Alors comment vous expliquez une telle densité, en tout cas des territoires aussi petits, dans des milieux qui sont relativement simples? On est d'accord qu'on est quand même dans du chêne kermesse et du chêne vert, principalement. Et tu as évoqué la théorie de l'importance du sol nu. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Il n'y a pas de question piège. Je ne sais pas si je dois te remercier pour cette question. Il se passe des trucs selon qu'on est rive droite ou rive gauche du Rhône. Et des trucs très différents. Je travaille aussi sur le busard cendré. Vous avez des busards cendrés rive droite. C'est ça, droite-gauche, c'est quand on descend. Hein. Ouais.
On n'en a pas rive gauche. Vous avez de la tête rousse rive droite. Alors tu n'étais pas là hier à la sortie, mais je pense que le milieu qu'on a vu hier, ça ne serait pas Claffy, mais Claffy, ça veut dire beaucoup pour les gens du Nord. S'il y en a, étant une ancienne personne du Nord, il n'y a pas de tête rousse sur cette zone-là, il n'y a pas de busard cendré, enfin, un accidentellement ou une accidentellement. Et donc il y a vraiment des choses à habitat qui te semblent équivalents, des choses complètement différentes. Et je t'avouerai que je n'ai pas trop d'éléments de réponse. Je ne sais pas s'il y a des densités différentes justement de reptiles ou d'arthropodes. Et si c'était le cas, pourquoi ? Je sais pas. Alors après, la théorie du sol nu, le nom est sympa, effectivement, on pourrait peut-être la proposer. C'est pas une théorie, hein, la pigrièche méridionale quand même capture, je pense, l'essentiel de ses proies au sol, ou très très près du sol. Et donc un tapis de kermesse qui a été régénéré par une action de type DFCI et qui te procure un tapis absolument homogène de kermesse de 20 cm de haut, je pense que c'est pas du tout favorable à la pigrièche méridionale. Et c'est là où je rajoute une pierre. Je pense qu'un incendie a un impact beaucoup plus hétérogène que de la gestion type broyage. En tout cas, c'est plus compliqué de mimer les effets d'un incendie avec du broyage qu'un vrai incendie, pour générer justement des zones qui vont être plus ou moins intensément touchées par le feu et qui vont générer du sol nu, de la végétation de 10 cm de haut et puis des patchs qui vont être intacts. Et je pense qu'elle apprécie particulièrement cette hétérogénéité qui lui fournit à la fois des perchoirs et de l'accès au sol pour de la biomasse. Parce que de la biomasse d'arthropodes, je dirais que sous ton chêne kermesse, ils sont là, les arthropodes. Ils ne sont juste pas accessibles pour la pigrièche. Et pour la théorie du sol nu, c'est juste une anecdote, donc ça ne fait pas une théorie, une anecdote, mais j'avais posé un piège photo sur un nid et on avait identifié 150 proies, il y avait 80 scolopendres. Une espèce nocturne qui, pour le coup, c'est pas un grimpeur. Hein. Alors c'était peut-être, je disais aussi, c'est la complexité de cette espèce-là, elle a un régime alimentaire ultra diversifié. Je pense qu'on pourrait reposer 10 pièges photos, on verrait peut-être pas un seul scolopendre. Ça n'empêche que celle-là, elle a nourri ses jeunes avec du scolopendre quasi uniquement. Et aller les chercher sous les pierres dans du sol nu, il n'y a pas de doute. On ne peut pas faire autrement. Jocelyn a peut-être des éléments supplémentaires à nous apporter après la pause sur cet aspect-là. Je pense qu'on va pouvoir... Non, on n'a plus le temps pour les questions. Je suis désolée. On va pouvoir passer à la conférence d'Olivier, mais il y aura aussi des questions à poser après la conférence d'Olivier.